le livre que j'avais lu de l'UPC au Manidem, Chronique d'une rupture, préfacé par le camarade, le regretté Anissé Kane. Je vous parlais de Isaac Chumba-Gwanke dans ce livre-là. Parce qu'il avait joué, oui, voilà, Jordan se rappelle, dans ce livre-là, en tant que un membre de l'UPC, il avait joué beaucoup de rôles et son nom revenait de temps en temps, surtout pour les trucs de Bonabéré. Donc, ici, on dit que ce fiasco tient aussi du désistement des autres partenaires du projet, à l'instar de Fode Bamenjou, pour le candidat Isaac. Pas notre Isaac qui a ici souvent, hein. Ne fais pas comme ça, vous partez dire que j'ai dit que Isaac a fait quelque chose. C'est Isaac Chumba-Gwanke, un ancien greffier et UPCiste, qui, pour des raisons inconnues, avait décidé de participer aux élections, dont lui aussi, il était devenu un traître, comme Sipofon Kamga. Parce que tous ceux qui avaient décidé de participer aux élections étaient considérés comme des traîtres. En 2025, vous venez nous dire que non, ce ne sont pas des traîtres, hein, chacun a choisi son camp, chacun est libre de faire machin, chacun a fait... Non. Notre histoire nous enseigne quelque chose. Si on ne peut pas se baser sur l'histoire pour fonctionner, je vous dis, on ne va jamais rien faire, on ne va jamais arriver nulle part. Je dis, même quand je ne serai plus vivant, vous allez vous souvenir que le colonel vous disait quelque chose. On ne peut pas faire les choses au hasard et espérer avoir un bon résultat. Cette année, en 2025, j'ai dit tout à l'heure, et peut-être que les gens ont trouvé que c'était trop dur, mais je dis et j'assume. Tous ceux qui ont décidé d'aller aux élections ou qui ont fait un boycott passif ont participé à cette mascarade d'une façon ou d'une autre, parce qu'il était question pour nous de saboter ces conneries-là, de massacrer ça. C'était le moment où on devait entrer en guerre contre ce régime. Ce n'était même pas une histoire de qu'on réfléchit que est-ce que c'est Kamto qui va nous dire de faire telle chose, est-ce que je sais pas, c'est Ekane qui va nous dire que de faire ça, ou bien je sais pas quoi. Non. On devait montrer qu'on est chauffé à bloc. Que ce qui s'est passé le 5 août, on ne peut pas rester tranquille, observer les élections se tenir au Cameroun. On ne devait pas. Je dis qu'on ne devait jamais se permettre ça. Donc, du moment où tu ne fais rien, mieux que tu sois dans le camp des gens qui voulaient l'action et peut-être tu n'as pas eu de soutien. Là encore, on se comprend. Mais je dis que si intérieurement, au fond de ton soi-même, de ton être, tu avais pensé aller aux élections, même si tu n'as pas eu la possibilité d'aller, si tu avais pensé boycotter passivement, tu as participé à cette mascarade. Il n'y a que ceux qui avaient pensé d'un boycott actif, qui étaient sur la bonne direction. Et ceux-là doivent se féliciter. J'ai dit, chacun doit se reconnaître. On n'a pas besoin de dire que tel ou tel avait fait ceci. Chacun doit se reconnaître. J'ai dit, en lui-même, pendant que tu es là, en âme et conscience, tu dois reconnaître que j'avais adopté telle position. J'étais dans un boycott actif. Mais peut-être je n'ai pas eu de soutien. Mais si tu étais dans un boycott passif ou que tu avais décidé d'aller aux élections, tu as participé à cette mascarade et l'histoire retiendra que tu avais la position d'un modéré. Pour ne pas se parler de traîtres. D'ailleurs, que l'histoire nous raconte ici que tous ceux qui avaient décidé de participer étaient étiquetés une fois traîtres. On ne voulait même pas réfléchir sur le cas. Traîtres, on passe dessus. En effet, la gendarmerie locale est informée à temps du projet. Voilà pourquoi ça échoue à l'ouest. La fuite d'informations ayant eu lieu au cours des préparatifs de novembre 56, elle fait l'exploitation opérationnelle du renseignement et torpille le succès de l'opération en renforçant les contrôles routiers. En plus, une lettre de Félix Roland Momier apportée par Gabriel Signet est peu rassurante. Elle laisse entendre que les transporteurs de Douala, qui avaient promis dès novembre de se charger de l'acheminement dans les chefferies, dans les différentes chefferies favorables Bamileke, s'étaient décommandés au dernier moment. Malgré ces mauvais signes, le président de l'UPC assure les nationalistes que des véhicules allaient venir de Bamenda. Selon la même source, pour surmonter le handicap, les responsables des groupes demandent en faux Jean Rameau Sokunju
Celui que vous connaissez. Peut-être que vous ne saviez pas que son nom va apparaître dans l'histoire, mais son nom ne peut pas manquer d'apparaître dans une histoire pareille. Donc, je disais, les responsables des groupes demandent à faux Jean Ramos Okonjo de mettre à leur disposition son propre véhicule pour acheminer les unités. Vous comprenez que la différence entre faux Jean Ramos Okonjo et les gens comme les Fonchinda, c'est que de l'autre côté à Bansoa, vous avez Fonchinda qui est un vrai Chinda, comme on dit chez nous, et qui est un gros traître. Mais vous avez Sokonjo Jean Ramos, sur qui on peut compter, même à la dernière minute, pour prendre son véhicule, pour acheminer les unités. Wilfried, les autres vont te répondre. Tu veux dire commencer le désordre. Attends. Donc, j'ai fini la première partie. En tout cas, après ça, on pourra discuter de ce qu'on a écouté et on pourra continuer la lecture un autre jour. Donc, le faux de Bamenjou, donc, qui s'appelle Faux Sokonjo, Jean Rameau, qui venait quelques jours auparavant de recevoir des avertissements de Maurice Delaunay. Je vous ai dit qui était Maurice Delaunay. Ce sanguinaire-là qui commandait la région Bamileke, qui avait destitué les vrais chefs pour mettre la tête de chefferie des faux chefs des usurpateurs. C'est lui qui était derrière le RPC et tout ça, l'Union Bamileke, toute cette histoire-là. C'est lui, Maurice Delaunay. C'est lui, il était ambassadeur au Gabon. C'est lui qui avait recommandé Aïdjo à l'État français. C'est lui qui était derrière le génocide des Biafrais au Nigeria, qui a fait plus de 2 millions de morts. C'est lui. Ce gars-là est partout. Pas dans tout ce qui est sale en Afrique. Il était là. Revenu d'où? D'Indochine. Ça, ce sont les membres du SDES. Des gens comme ça qu'on prenait, ou du service action. On envoyait chez nous. Donc, c'était des gens qu'on ne pouvait même pas laisser vivre à la métropole. On les envoyait chez nous, c'était des fous. Ils venaient chez nous. Chaque jour, quand ils versaient le sang, ils jouissaient. C'était comme ça. Donc, on nous fait comprendre que Sokonjo Jean Rameau venait quelques jours auparavant de recevoir des avertissements de ce Maurice Delaunay-là, qui était chef de la région de l'Ouest, en raison de sa sympathie pour le mouvement nationaliste, tout en assurant les UP6 de toute sécurité à l'intérieur de son groupement. Il refuse de prêter son véhicule de peur d'être accusé d'appartenir à l'infanterie du maquis et de subir des représailles. La fin surprend un peu, non? Malgré tout le courage, tout le soutien qu'il avait, ce jour-là, il avait refusé de donner son véhicule pour qu'on achemine les unités, de peur d'être taxé d'appartenir à l'infanterie du maquis et de subir les représailles. Est-ce qu'on doit le juger par rapport à cet acte? C'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que c'était un grand courageux ou c'est quelqu'un qui était limité dans son temps? Je ne sais pas. Je ne veux pas tirer des conclusions. En outre, il soutenait la candidature de Tchumba Ngwanke. Cette partie vient encore tout gâter. Ça fait de Sokonjo Jean Rameau un modéré, pas un radical. Donc, c'est l'histoire. Hein. Moi, je vous ai dit, quand on raconte l'histoire, il y a les parties où on ne s'attend pas à avoir ce qu'on attend. On croit que c'est le sucre qui arrive, mais ce n'est pas le sucre, c'est le dollar. Mais dans le même Sokonjo Jean Rameau, qui refuse de prêter sa voiture pour qu'on achemine les unités, qu'est-ce qu'il fait? Il soutient la candidature de Tchumba Ngwanke.
qui est Chumba Ngwanke, je vous ai dit tout à l'heure. Chumba Ngwanke, c'est un UPC qui avait aussi, comme les Sipo Funkanga, les Ngapé Billon, les Machi Tani, les Jean Gom et tout ça, refusé de boycotter les élections et plutôt avait soutenu. Donc, c'était rangé du camp de Sopo-Krizo. Donc, considéré comme traître. OK. La conclusion, c'est que on va pas aller chercher par midi 14h. Fosokun Jean Ramo avait trahi. C'est ça la conclusion. Ça sonne un genre là, mais il avait trahi. Peut-être qu'après, il avait rectifié, mais il avait trahi. Non, mais Kolo, j'ai juste une question. Oui, vas-y, pose ta question. Ma question est celle-ci. Je suis pour la proposition parce que je trouve que pour l'instant, je ne le trouve pas actif. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il est resté dans cette première position où il avait trahi le combat, où il a essayé de surfer parce que même ses sorties, moi, je vois beaucoup de gens l'acclamer. Franchement, moi, je ne vois pas ce qu'il amène de vraiment concret dans ce combat. Pour moi, j'ai vu ses sorties quelquefois, il parle en parabole. Voilà, donc c'est toujours, pour moi, c'est là toujours eu cette position de modéré. Il dit pas les choses vraiment comme il faut, il ne fait rien, en fait. Moi, j'ai rien vu ce qu'il a fait. Il fait toujours des sorties en me racontant des histoires, des poèmes et tout. Je sais pas, je vois pas concret sur le terrain, en fait. Non, la partie qui vient de lire là, c'est là, il a failli. Peut-être après, il a voulu se racheter. La partie que Kolo a lue. Donc, c'est la partie là que Kolo dit que il a un peu... Il n'a pas été clair. Qu'est-ce qu'il fait de concret dans le combat maintenant à l'heure actuelle pour toi? Pardon? Je ne vois pas ce qu'il fait de concret sur le terrain à l'heure actuelle, depuis que ce soit même depuis les élections de 92, 2018, 2025. Il a fait quoi? C'est lui qui était un combattant de l'UPC. Non, on n'oublie pas qu'il est aussi vieux. Il est aussi vieux et ce qu'il fait là, il fait beaucoup aussi. Mais la partie moi, je reste sur ma première position. Moi, je pense que il est resté modéré et il s'est aligné d'un autre côté, pas du côté du bon côté. Je suis désolée, c'est ce que moi je vois. Maintenant, c'est mon opinion. Voilà. Oui. Voilà. Comme je vous ai dit, moi, quand je lis les livres d'histoire, je ne fais pas de cadeau à quelqu'un. Si l'histoire dit que tu avais fait quelque chose, on dit que tu avais fait. On n'est pas là pour tourner, raconter que non, il est trop gentil avec Kamto, il est machin avec ceci. Non, je ne suis pas dans ça. Kolo, je suis montée, salut au panel, sauf à une personne qui est au coin là-bas, là, j'ai même pas envie de le voir. Kolo, je suis montée parce que je voulais poser une question, en fait, par rapport au chef Sokudjoula. Est-ce que tu as dit ici là avant que ceux qui ont peut-être eu à poser des actes à l'époque, qui étaient des actes peut-être, on va dire, nationalistes, entre guillemets, et qui se sont retournés maintenant, peut-être comme par exemple, je vais prendre un exemple simple, là, comme Essama, à l'époque, il détruisait les statues des colons et tout, et qui s'est retrouvé en train de soutenir Chiroma. Tu as dit qu'on efface tout ce qu'il a fait. Donc, on efface tout, et ça a fait de lui vraiment un traître, si je peux dire ça comme ça. Et maintenant, quand on fait quand on fait maintenant le bilan ici là avec par exemple le chef Sokudjou qui a eu à poser comment dire ça, qui a eu à poser des gestes par exemple de traître et qui peut-être essaye de se rattraper des deux cas, qui est mieux en fait, où ils sont dans la même case. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ok, c'est une bonne question. D'abord, c'est pas moi qui dis que celui qui a failli à la dernière minute est un traître. C'est l'histoire qui raconte. C'est l'histoire qui dit que Sipo Fonkamga, tout comme Amen Zoko, qui étaient comment je vais dire, les chefs de l'UPC, qui étaient ce qu'on peut appeler aujourd'hui les grands combattants, comme on aime ce terme-là. Quand ils avaient posé ces actes-là, on les avait qualifiés de traîtres une fois, on a fini avec eux. On n'a pas tourné par midi 14. Le comité, je viens de vous lire ici que le comité central avait dit que Sipo Fonkamga était un traître et avait choisi Martin Singap
pour le remplacer. Simplement pour le fait qu'il avait soutenu Soko Prezo. Qu'il avait soutenu, en tout cas, qu'il avait refusé de boycotter les élections. Puisque en refusant de boycotter les élections, tu te mettais dans le camp de Soko Prezo. Un peu comme les gens qui ont refusé aujourd'hui se sont mis dans le camp de Chiroma. C'est ça. Donc, il avait fait ce que les gens ont fait aujourd'hui avec Chiroma. Et directement, on l'a mis dans le camp des traîtres. Le comité central n'a même pas perdu le temps. On a une fois trouvé quelqu'un pour le remplacer, Martin Singap. Donc, ici, on a quelqu'un qui est un chef. Je vous dis bien qu'à l'époque, Maurice Delaunay remplaçait les chefs à la tête des chefferies. Ceux qui n'étaient pas favorables à l'UPC, il les enlevait et il mettait les faux chefs. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore rectifié ça dans plusieurs chefferies. Fosso-Konjou s'est senti, dans ce cas-ci, la lecture nous montre clairement qu'il s'est senti menacé. Il a eu peur que Maurice Delaunay devait lui faire la même chose. C'est pour ça quand on parle de peur, qu'il a eu peur de subir des représailles. Ces représailles-là, c'est quoi? C'est que Maurice Delaunay pouvait l'enlever et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Donc, il a préféré sécuriser son siège, son fauteuil de chef, que de servir la cause du mouvement nationaliste, que d'aider dans le combat. Donc, du coup, c'est une position de modéré. Peut-être pas de, je ne sais pas si je vais appeler ça traître, parce que il n'était pas dans l'UPC, il était dans une position de, comment je peux dire, de sympathisant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse d'aider alors qu'on comptait sur lui. Bon, ça le met dans la position de quelqu'un. Oui, en réalité, il a trahi le combat. Mais il a trahi le combat, mais sa trahison est différente de celle de Sipo Fukanga, qui était quelqu'un sur qui l'UPC avait mis tout l'espoir, avait donné les grandes responsabilités. Tu vois, c'est deux trahisons différentes. Parce que lui, il est quelqu'un il n'est pas quelqu'un de la maison. Il est quelqu'un du dehors qui sympathise avec l'UPC. Et il refuse d'aider l'UPC dans le combat. Ça fait de lui quelqu'un qu'on ne peut pas venir aujourd'hui vanter que c'était un grand chef, que c'était un grand combattant, que c'était machin. Bon, si après, il a peut-être rectifié le tir en posant des actes qui font de lui quelqu'un aujourd'hui qui est pour la cause nationaliste. Bon, il faudra maintenant regarder le contexte. Est-ce qu'il le fait parce que la situation lui est favorable aujourd'hui et qui ne risque pas de perdre son fauteuil de chef? Est-ce qu'il le fait vraiment parce qu'il a compris qu'il avait commis une erreur et qu'il veut s'engager à fond? Est-ce qu'il le fait? Donc, je ne peux pas te donner une réponse claire là-dessus, parce que ça va demander de bien comprendre sa position aujourd'hui et ce qu'il a posé comme action. Oui, mais ma question était plutôt, d'après toi, qui est mieux, si je peux dire ça comme ça, parce que celui qui pose des actes et trahit après, ou celui qui trahit et pose des actes après? Non, trahir, c'est trahir. Mais si après... ils sont pareils. Non. S'il faut mettre ça sur une balance, celui qui trahit et après se rend compte qu'il a posé un mauvais acte et décide de se ranger. Je vais t'expliquer comment nous on faisait. Je vous ai déjà expliqué ça, peut-être, il faut que je l'explique. Par exemple, moi qui travaillais avec Cyril Bike, qui est, comme je vous ai dit, était le patron de la mafia sud-africaine et qui travaillait pour les gens du gouvernement. Donc, même quand des hommes d'État d'autres pays venaient en Afrique du Sud, ici, ils devaient se balader dans les villes, machin, c'est lui qui devait assurer leur sécurité, sans qu'on ne sache même que c'est lui. Donc, nous, on pouvait s'habiller là en veste et tout ça. On est là, on marche, on ne sait pas, on nous prend comme des simples passants. Donc, mais si, dans notre groupe, il y avait quelqu'un qui avait trahi, la première des choses, notre groupe, il y avait quelqu'un qui avait trahi. La première des choses, et que le chef avait jugé peut-être que l'acte qu'il a posé, il a simplement faibli. On devait le mettre à l'épreuve. L'épreuve, c'était quoi? Ça va vous choquer. On choisissait une cible. On lui demande d'aller éliminer la cible et de revenir avec la preuve qu'il a éliminé la cible. Tu comprends? Ça pouvait être même son cousin ou son propre enfant.
il devait faire ça, soit subir le châtiment. Tu vois un peu. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour ça que je dis que si Fosokonjo, après avoir fait ce qu'il avait fait là, avait compris qu'il avait faibli et qu'il fallait qu'il rectifie le tir et qu'avec le temps, il a rectifié le tir. Maintenant, je ne suis pas celui-là qui va décider de son sort. L'histoire est Non, mais grave. tu peux donner ton avis. En fait, c'est ton avis que moi je veux savoir. S'il te plaît, je voulais un peu intervenir ou poser ma question. Moi, je me dis que le chef Soukouyou a eu le temps de prouver quoi. Pourtant, l'autre, il vient de commettre, il vient de trahir. Pourtant, le chef, il a eu tout son temps pour pouvoir se racheter. Je me dis, il n'y a pas de racheter. Non, il n'y a pas de racheter là. C'est pour Founkanga n'était pas mort. Amen Zoko n'était pas mort. Ils étaient tous vivants. Les gens que je cite là, ils étaient 1 million de fois plus combattants que... D'abord que Fosoko, je n'étais même pas combattant. Il était juste chef. Je dis, les gens que je parle là, c'était des combattants qui étaient à la tête de l'UPC. Donc, que les actions de l'UPC, c'était eux qui étaient chargés, qui étaient les boss. Tu comprends? Mais une fois ils ont posé l'acte là qu'ils ont posé, par exemple, suivre Chiroma, dans le cas, c'était suivre Sopo Priso. On les a une fois classés traîtres, on a fini avec eux, on a dit c'est fini, donc ils sont traîtres, on ne veut plus rien savoir, c'est bon. On les a remplacés. Dans le cas de Sipo Fukanga, on l'a remplacé par Martin Singap. Et on est passé à autre chose. Donc, c'est pour ça que je dis que, étant donné que Fosokonjo n'était même pas dans l'UPC, il n'était pas un cadre, il n'était pas, je le prends comme un sympathisant, donc un peu comme les autres chefs, comme les Fonchinda qui étaient des traîtres et tout ça. Lui, par contre, il ne trahissait pas l'UPC, mais il avait plutôt faibli. Parce que la différence entre Fonchinda de Bansoa, par exemple, et Sokonjo, c'est que Fonchinda trahissait l'UPC. Mais Sokonjo ne trahissait pas l'UPC. Il soutenait l'UPC. Mais il avait faibli quand l'UPC avait vraiment eu besoin de lui. Il n'avait pas pu se montrer à la hauteur. Donc c'est pour ça que ça même moi je trouve, j'arrive pas vraiment à trouver le mot qu'il faut pour qualifier pour le qualifier aujourd'hui, si jamais il a posé des actes d'héroïque, je sais pas s'il a été héroïque après. Tu vois. S'il te plaît, je voulais dire ceci là. Est-ce que le fait de dire je ne donne pas la voiture, mais je préfère garder les militants dans mon territoire, est-ce que ce n'était pas une autre forme de soutien quand il gardait les militants là, et alors qu'il a refusé de donner sa voiture de peur que sa voiture ne soit identifiée? Je ne comprends pas. Garder les militants comme les militants. Dans la phrase, tu as dit il n'a pas cédé son véhicule, mais il a dit il peut les garder sur le territoire. Mais il les garde sur le territoire pour faire quoi alors qu'ils étaient supposés être acheminés quelque part pour aller mener le combat. Bon, peut-être, je sais pas, parce que j'ai vu là-bas, tu parlais, il a dit ça, je sais pas pourquoi l'auteur a mentionné le fait de garder sur le territoire. Non, peut-être il faut que je relise. Ici, je te dis bien, selon la même source, pour surmonter le handicap, les responsables des groupes demandent à Jean Ramos Sokonjo de mettre à leur disposition son véhicule pour acheminer les unités. Le faux, donc Jean Ramos Sokonjo de Bamenjou, qui venait quelques jours auparavant de recevoir des avertissements de Maurice Delaunay, qui était le chef de la région, en raison de sa sympathie. C'est pour ça que je dis qu'il n'était pas militant, il était sympathisant. En raison de sa sympathie pour le mouvement nationaliste, tout en assurant les UPCistes de toute sécurité à l'intérieur de son groupement. Donc, il fait comprendre aux UPCistes que, puisque vous êtes dans mon groupement, je vais m'assurer que rien ne vous arrive. Mais en même temps, les UPCistes n'étaient pas supposés rester dans son groupement. Ils étaient supposés être acheminés quelque part pour mener le combat. Est-ce que tu imagine-toi un peu, tu es un soldat, tu es en ligne de front, tu es au front, en première ligne, en première ligne de combat, tu es en train de combattre. Après, subitement, la situation se développe et peut-être demande un repli tactique. Dans ce repli tactique, il est question
que vous recevez, que des autres unités viennent se joindre à vous. Comme ça, vous faites un briefing rapide, puis vous repartez sur la ligne de front. Mais entre-temps, vous revenez, il n'y a pas de renfort. Vous attendez le renfort ne vient pas. Qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va comprendre que vous avez abandonné les positions et l'ennemi va foncer sur vous. C'est clair. Or, si les renforts étaient arrivés, vous devez reprendre position et être capable de les contenir. Donc, le fait qu'ils ne permettent pas aux UPC d'utiliser sa voiture pour acheminer les unités, ça met ceux qui étaient au front en difficulté. C'est quelque part même, c'est même une haute trahison. Mais je n'arrive pas à trouver Ces petits-fils sont en bas là-bas, comme en train de dire qu'il n'était pas militant, il était seulement sympathisant, donc il n'était pas obligé de le faire. Exactement, oui, c'est pour ça que j'ai dit que, donc, s'il n'était pas obligé de le faire, il ne faut pas alors le considérer comme un héros, comme un grand chef qui a fait ci, qui a fait ça. Il faut dire la vérité aux gens, que c'était un gros modéré, quelqu'un qui avait peur, que c'était un gros peureux. Il faut même dire comme ça. Il faut même utiliser le mot, que c'était un gros peureux. C'est ça qui est clair. Même jusqu'à présent, c'est un modéré, hein. Il est un peu comme, je sais pas comment je peux dire ça. C'était un gros peureux. Il ne part pas au front. Oui, ce sont ses petits-fils, non, Diane, il y a Boss et Céduc là, c'est leur grand-père. C'est que la partie là va bien choquer plus d'un. Oui, en fait, il ne part pas au front vraiment parce que il dit des choses, mais c'est pas parce que normalement, quelqu'un qui a vécu comme lui, il aurait quand même pu avoir un impact dans l'histoire de ce pays-ci. Même ce qui s'est passé avec Thiro Massi, je crois qu'il connaît cette histoire-là. Il aurait pu quand même enseigner beaucoup. Je sais pas si tu vois un peu, avec ces textes qui sortent souvent là et tout. Bon, c'est vrai qu'il a quand même eu à faire des textes et tout, et lui aussi parle aussi souvent beaucoup en parabole, mais il aurait quand même pu enseigner l'histoire de notre pays à beaucoup pour que les jeunes puissent comprendre. C'est quelque chose qui manque vraiment au Cameroun. Des gens comme lui qui ont vécu vraiment la vraie histoire du Cameroun, et il aurait quand même pu raconter ça pour qu'on dise quand même que voilà un historien, quelqu'un qui a vécu et il sait ce qui s'est passé, il raconte l'histoire pour que les jeunes apprennent, mais ils n'arrivent pas toujours à, certes, il fait des sorties contre le gouvernement, mais ce ne sont pas des sorties aussi, comment dire ça, des sorties aussi poignantes qu'on va dire que oui, il monte vraiment au créneau. Et attention, j'ai suivi quelqu'un qui disait que il soutient le professeur Maurice Kamto. Moi, je crois pas, hein, parce que il n'est jamais monté au créneau pour le monsieur. Hein. Il n'a jamais vraiment monté. S'il te plaît, Lovely. Pardon? Info ne soutient pas quelqu'un. Info a voilà, mais justement, mais et il a dit ceci. Je réponds à quelqu'un. Il se limite à être faux. Laisse-moi parler de Oui, paix, donc, papa, pardon. Laisse-moi finir de parler. Quelqu'un l'a dit jamais à ce ici. qu'ils disent que je soutiens telle personne. Jojo Kluivert, pourquoi tu dis qu'un faux ne soutient personne alors que le faux de c'est ce que lui-même il le dit. Quelqu'un l'a dit ici sur le panel, de Colo qu'il est un soutien du professeur Maurice Kamto. Avant, je dis qu'il ne l'a jamais soutenu ouvertement et il l'a même jamais soutenu avec tout ce qu'il a traversé. Il n'a jamais dit ouvertement que non, ça va, ça s'arrête là. Et tu vas dire le père, ferme ton micro d'abord. Tu vas. Je sens que tu es vraiment touché. Hein. Tu déranges. Et même ça, tu vas dire qu'un faux ne soutient pas quelqu'un, mais un faux a le droit de critiquer, n'est-ce pas? Parce que si le chef Baham critique le professeur, un autre chef peut le soutenir. Quand ils étaient au palais présidentiel, c'était pour aller faire quoi? Pour aller danser. Exactement. Quand Gongo les a reçus là, c'était pour faire quoi? Tu ne vas pas nous dire qu'un faux n'a pas le droit de soutenir. Si un faux a le droit de critiquer au point de demander à sa communauté et demander aux gens de son village de ne pas voter, un autre peut soutenir de l'autre côté. Je sais pas si vous permettez, Kolo, concernant le fait qu'il ne raconte pas l'histoire, parce que j'avais suivi une de ses interviews. Il avait dit qu'il attend que la France fasse la lumière de ce qui s'était passé, le génocide qui s'était passé. Et justement, quand on a invité Macron a dit qu'il voulait ouvrir des archives concernant ça, il avait dit que non,
que on peut pas, comment on ouvre les archives, on ne l'appelle pas. Lui qui a vécu, parce que quand j'entendais parler, c'est comme si il a encore beaucoup d'infos qu'il garde, qu'il peut pas encore sortir maintenant, tant que la vraie commission officielle avait des vrais acteurs qui étaient présents, en fait, qui étaient des contemporains de l'histoire de l'UPC ou de l'indépendance soit présent. Parce que j'ai souvent entendu ces interviews. Et j'ai souvent entendu que pendant le maquis, il dit qu'il a beaucoup perdu aussi. C'est pas que je pense à défense. Moi, c'est par rapport à l'interview qu'il dit que il a vu ses femmes se faire violer devant lui. Il a fait la prison pendant longtemps. Il a subi des humiliations tellement que il y a un truc que je peux pas dire ici, mais il le raconte dans ses interviews, quoi. Donc, je sais pas si les menaces et les humiliations, c'était avant, c'était après l'histoire qui n'a pas soutenu l'UPC ou avant. Donc, moi, je sais pas quand ça se situe. Mais c'est qu'il a quand même payé le prix, quoi. Et je sais qu'il parle aussi au Rwanda. Il a grandi beaucoup plus, dans le centre. Oui, il a grandi dans le centre. Il Voilà. Il a été élevé par des après. catholiques. Exactement. Mais... Pardon, arrêtez ce duc en bas là-bas, il va se déshabiller. C'est lui qui a dit quoi? C'est le grand-père de Séduc, pardon. Il a eu une interview, il a parlé Wondo, j'ai Wanda. Il dit que dans le monsieur, il a parlé bien Wondo. Oui, Il a grandi laissé à dans Bia. le centre. Il a grandi dans le centre. Tu essayes de dire qu'il a vécu des traumatismes et tout ça, personne n'en disconvient, mais il y a des gens qui ont perdu leur vie, carrément. Il y a des gens qui ont été fusillés en direct. Et que vont dire ces familles-là? Pourquoi? Enfin, moi j'ai entendu quelqu'un dire que c'est parce qu'il est déjà âgé, il est fatigué. Mais il n'est pas obligé d'aller au combat, mais il est obligé, il a le droit de vérité. Il n'a pas besoin d'attendre une commission. Je pense Madame Oné, il a dit que pour dire ce qui s'est passé, il faut qu'il y ait une commission. Enfin, moi quand j'entendais parler, c'est comme s'il a des infos qu'il ne peut pas dire.